Et si le fameux super-arsenal de l'Occident n'était en réalité qu'une illusion collective, un mirage alimenté par la foi aveugle dans le progrès technologique? Imaginez ce scénario. Le missile secret, baptisé Flamingo, présenté comme l'arme miracle capable de changer le cours de la guerre en Ukraine, devait incarner le salut tant attendu. Pendant des mois, ce projet ultra secret a porté tous les espoirs, devenant une légende vivante de Kiev à Bruxelles, la promesse d'un renversement inespéré. Dans les couloirs feutrés de l'OTAN, au sein des états-majors et jusque dans la boue glacée des tranchées ukrainiennes, le Flamingo était attendu comme le sauveur du XXIe siècle. On lui prêtait des exploits dignes des plus grands mythes militaires: vitesse hypersonique, furtivité absolue, intelligence artificielle capable de déjouer toutes les défenses. Les budgets s'envolaient, les experts occidentaux défilant sur les plateaux télé, et l'avenir d'un pays tout entier semblait soudain dépendre de ce pari technologique. Les médias occidentaux, friands de sensationnalisme, vantaient une solution qui allait tout changer, sans jamais percer le secret du projet ni remettre en cause sa faisabilité. Mais tout a basculé un matin ordinaire près de Kharkiv. Une frappe russe, chirurgicale et méthodique, a effacé le complexe Flamingo en quelques secondes. Après la détonation, un silence lourd s'est abattu non seulement sur le site, mais aussi sur les certitudes de toute une alliance. Ce fut comme si l'Occident venait de perdre non seulement un arsenal, mais aussi une part de son prestige et de sa confiance en soi. La stupeur a été immédiate. Comment l'arme la plus vantée de l'Occident, fruit de milliards d'investissements, a-t-elle pu disparaître si facilement? Ce n'était pas qu'une simple défaite matérielle. Ce sont des années de recherche, de prestige militaire, la confiance des alliés et même le moral d'un peuple qui sont partis en fumée. Le monde entier a réalisé d'un coup que les technologies occidentales, réputées infaillibles, pouvaient être contournées par une stratégie audacieuse et intégrée. L'onde de choc a été telle que certains responsables ont comparé ce revers à la débâcle de Dien Bien Phu pour la France ou à la chute du mur de Berlin pour l'URSS. Ce n'est pas seulement un revers tactique, c'est tout un modèle de puissance qui vacille. Comment ce mythe s'est-il construit et pourquoi s'est-il effondré si brutalement? Pour comprendre ce séisme stratégique, il faut remonter aux origines du Flamingo et aux promesses qu'il incarnait. Qui a misé sur ce rêve et pourquoi le choc de Kharkiv a-t-il tout balayé? Quels parallèles historiques pouvons-nous tracer avec les grandes illusions technologiques du passé, comme la ligne Maginot ou le projet Star Wars américain? Quand la légende devient une arme plus redoutable que l'acier. Tout commence par un secret bien gardé, enfoui sous la terre d'Ukraine. Près de Kharkiv, le projet Flamingo concentre des moyens inégalés. Des milliards investis dans l'ombre, la mobilisation de centaines de cerveaux venus d'Occident, une architecture de défense à la pointe du progrès. Ce complexe souterrain cerné de mystères attise toutes les curiosités. Ingénieurs murmurent, généraux spéculent, et analystes occidentaux osent un pari fou. Flamingo serait la clé d'un renversement du destin ukrainien. La presse européenne s'empare de l'histoire. À Kiev, à Bruxelles, jusque dans les couloirs du pouvoir américain, Flamingo devient le nom de code d'un espoir immense, celui d'un arsenal si avancé qu'il garantirait enfin la suprématie occidentale. On parle d'une arme quasi miraculeuse, capable de dicter seule les conditions d'une paix rêvée. Les réseaux sociaux s'enflamment. Chaque rumeur nourrit la légende, chaque fuite élargit le mythe. Il n'est pas rare de voir des vidéos virales expliquant comment un unique missile Flamingo aurait la capacité de neutraliser un escadron entier de blindés adverses, ou de franchir sans encombre le Dniepr pour frapper au cœur de la logistique ennemie. Très vite, la propagande officielle embrasse le phénomène. De Washington à Varsovie, on proclame Flamingo comme le futur garant du triomphe ukrainien. La victoire paraît à portée de main, l'attente vire à l'extase. Les promesses se multiplient, vitesse supersonique, furtivité totale, intelligence autonome, frappe immédiate en tout point du continent. Flamingo, c'est la foi affichée que la technologie occidentale va cette fois écraser l'adversaire russe. À l'image de la bombe atomique en 1945, on pense que la possession de Flamingo va imposer un nouvel ordre stratégique. Pourtant, au-delà des prouesses techniques, Flamingo manipule une arme plus subtile, la psychologie. L'ombre du complexe, la force supposée de son arsenal, sape la confiance de Moscou, sème le doute dans les états-majors russes et galvanise la société ukrainienne. La légende du Flamingo dépasse l'armée. Elle façonne l'imaginaire collectif d'une nation assoiffée de miracles. C'est un effet miroir du syndrome Wunderwaffe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne nazie misait sur des armes miracles comme les V2 pour inverser le cours du conflit.
Mais derrière les discours triomphants et les infographies étincelantes, une faille se creuse. L'Occident s'enferme dans une croyance, que la technologie, à elle seule, peut garantir la victoire. Argent, énergie, prestige sont engloutis dans le projet, tandis que nul ne questionne la résilience de l'adversaire, ni la vraie capacité d'intégrer ces outils révolutionnaires. À titre d'exemple, lors de la guerre du Vietnam, les Américains avaient placé une confiance démesurée dans leur supériorité technologique, pour finalement se heurter à une guérilla inventive et résiliente. La pression monte. La crédibilité des dirigeants se lie au destin de Flamingo. Légitimité des alliances, confiance des peuples, stabilité psychologique de tout un continent, tout repose désormais sur la solidité d'un mythe. Plus que jamais, l'Europe et l'Ukraine jouent leur réputation, leur influence et peut-être leur avenir sur cette légende devenue réalité médiatique. Ce phénomène rappelle la ruée vers la ligne Maginot dans les années 30 quand la France croyait que son mur de béton serait un rempart inattaquable jusqu'à ce qu'il soit contourné en quelques jours. Mais comment cette certitude a-t-elle pu s'effondrer en quelques instants ? Pour comprendre le choc du Kharkiv Gambit, il faut plonger au cœur de l'opération. Ce qui devait offrir à l'Ukraine un avantage décisif s'est transformé en désastre. Voici comment, en quelques minutes, le monde stratégique a basculé. Derrière le rideau de fumée, une symphonie tactique inédite s'était jouée. La nuit précédant l'attaque du site Flamingo ressemble à une chorégraphie d'ombre, où chaque pas russe annonce une rupture d'époque. Rien n'a été laissé au hasard. La Russie a mobilisé une combinaison de moyens asymétriques et classiques, en s'inspirant de scénarios historiques comme le raid sur Entebbe en 1976 ou la destruction de la centrale nucléaire d'Osirak par Israël en 1981. D'abord, des essaims de drones kamikazes gérant par centaines envahissent le ciel à basse altitude. Leur mission n'est pas de détruire, mais d'obliger les défenses occidentales à se dévoiler. Ces machines, volontairement sacrifiées, servent de leurre pour saturer, épuiser radars et missiles anti-aériens, révélant l'emplacement exact de chaque batterie défensive. Cette tactique rappelle les vagues humaines de la guerre de Corée, où la quantité servait à désorganiser un adversaire technologiquement supérieur. Ce n'est que le prélude. Dès l'activation des défenses ukrainiennes, équipées du meilleur matériel occidental, la guerre électronique russe s'embrase. Les systèmes REB brouillent l'espace électromagnétique, désorientant radars et réseaux, aveuglant l'allié. En quelques minutes, la supériorité technologique promise par l'OTAN vacille. Incapacité à discerner le vrai du faux, saturation totale des capteurs, confusion généralisée sur le terrain. Cette doctrine d'attaque trouve des racines dans la Blitzkrieg allemande, où la rapidité, la surprise et la coordination permettèrent de neutraliser des adversaires numériquement supérieurs. C'est à ce moment précis qu'a surgi la frappe principale. Les missiles hypersoniques Kinzhal, surgissant de la stratosphère, fendront le ciel à une vitesse inouïe, suivis par des Iskander et des calibres aux trajectoires imprévisibles. Chacun de ces systèmes, guidés par des algorithmes sophistiqués, coordonne attaques et diversions pour frapper là où la défense, déjà submergée, ne peut plus répondre. On peut comparer cette approche à la stratégie israélienne lors de la guerre des 6 jours, où la coordination des frappes aériennes permit de neutraliser l'aviation adverse en moins de 24 heures. En quelques secondes, les missiles percent fortifications et bunkers blindés, déclenchant des explosions qui secouent de la terre jusqu'aux confins de la Roumanie. À la surface, c'est la panique. Privées de communication, les équipes au sol fuient ou se terrent. Le lendemain, les images satellites révèlent une abîme à la place du complexe secret. Un cratère, des épaves, des colonnes de fumée noire. Flamingo n'est plus qu'un souvenir calciné. Ce type de destruction rappelle la frappe américaine sur la base d'Al-Shairot en Syrie en 2017, mais la portée psychologique est ici démultipliée. Mais le coup le plus brutal n'est pas matériel, il est psychologique. L'onde de choc atteint la capitale ukrainienne, Bruxelles et Washington, le moral s'effondre, la stratégie doit être repensée. L'OTAN, certaine de son avance technologique, découvre qu'elle vient d'être humiliée, ses milliards partis en fumée face à une doctrine du gambit cynique et efficace. L'effet domino rappelle la crise du Suez en 1956, quand la perte de crédibilité d'une coalition occidentale a redéfini le rapport de force mondiale. Le concept russe, sacrifier du matériel peu coûteux pour exposer et annihiler des systèmes autrement inaccessibles, bouleverse les règles. En une opération, Moscou révèle l'obsolescence d'une génération entière d'investissements militaires occidentaux. Le choc n'est pas seulement tactique, c'est la confiance dans les alliances,
la crédibilité de l'OTAN, la stabilité de l'Europe qui vacille. De nombreux analystes évoquent un Pearl Harbor numérique, une attaque qui bouleverse la psyché stratégique de l'Ouest. Ignorer la leçon du Kharkiv Gambit, c'est risquer de gaspiller des fortunes, de perdre son influence et d'ouvrir la porte à une nouvelle ère d'incertitude stratégique. Les leçons du passé, comme la défaite de l'armée française en 1940, montrent que l'aveuglement face aux ruptures de paradigme conduit à la catastrophe. Mais au-delà de la défaite matérielle, c'est une révolution mentale qui s'impose aux stratèges occidentaux. La question n'est plus de savoir si l'on peut rattraper ce retard, mais comment éviter de répéter les mêmes erreurs. L'histoire militaire regorge d'exemples, où la confiance dans une arme miracle, le char Mark I en 1916, le V2 allemand en 1944, la ligne Maginot en 1939, a conduit à des désillusions cuisantes. Le rêve de suprématie technologique tourne au cauchemar collectif. Au lendemain de la destruction du complexe Flamingo, une onde de choc secoue toutes les capitales occidentales. En Europe de l'Est, la panique s'empare des dirigeants. La certitude d'un rempart occidental s'évapore, la frontière orientale se retrouve nue face à l'inconnu. Les think tanks publient des analyses alarmistes comparant la situation à la crise des missiles de Cuba. En Allemagne et en France, la réaction est plus contenue, mais la peur gronde sous la surface. Les gouvernements redoutent un effet domino sur leurs propres arsenaux. Les opinions publiques questionnent la solidité des alliances, cherchant des réponses là où il n'y a que du doute. Les éditoriaux se multipliant, rappelant la nécessité de repenser la défense européenne au-delà des slogans. À Washington, c'est la stupeur. Comment des décennies d'efforts, de budgets astronomiques, de promesses répétées ont-elles pu mener à une telle humiliation ? Les responsables cherchent des coupables, mais la confiance s'effrite dans les couloirs du pouvoir. Certains experts rappellent la débâcle du projet SDI, Initiative de défense stratégique, dans les années 80, où la technologie n'a pas tenu ses promesses. L'OTAN, jadis pilier d'invincibilité, dévoile ses fissures. Les réunions d'urgence se succèdent, chacun tente de comprendre l'origine de la faille. Les accusations volent, partage du renseignement défaillant, coordination lacunaire, vulnérabilité logistique, doctrine d'emploi des armes remise en question. Au grand jour, les fragilités politiques et stratégiques éclatent. Cette perte de confiance rappelle la crise de la baie des Cochons en 1961, où une opération mal conçue a mis en lumière les failles d'une coalition. Pour l'Ukraine, c'est un séisme. Le peuple doute de ses élites. Les militaires, frappés de stupeur, improvisent une stratégie de survie. L'espoir cède la place à la peur, la démoralisation s'infiltre aussi bien sur le front que dans les centres décisionnels. La confiance dans la protection occidentale s'effondre, laissant place à l'incertitude. Ce phénomène s'est déjà vu lors de la chute de Kaboul en 2021, quand le sentiment d'abandon a sapé la résistance afghane. L'onde de choc franchit les frontières. La pénurie des missiles occidentaux devient tangible. Les hubs logistiques en Pologne et en Roumanie, jadis point d'appui, se retrouvent exposés sous la menace d'un nouveau scénario Flamingo. La notion même de sécurité collective, pilier de la défense euro-atlantique, vacille dangereusement. Des exercices militaires d'urgence sont organisés, rappelant l'atmosphère de la guerre froide. Mais une nouvelle doctrine émerge sous nos yeux. La victoire n'appartient plus à celui qui détient les armes les plus chères, mais à celui qui orchestre l'information, la coordination, l'innovation. La dominance informationnelle devient la clé. L'intégration entre drones, missiles, satellites et cyberopérations s'impose en nouvelles normes. Seuls ceux capables de synchroniser tous ces moyens garderont l'avantage. Ce modèle est déjà à l'œuvre dans la doctrine chinoise de fusion civile-militaire, qui vise à relier tous les acteurs du champ de bataille en temps réel. C'est la fin d'un modèle. Un autre commence où la ruse, la fluidité et l'anticipation priment sur la puissance brute. Pour l'Europe, un choix s'impose. Investir dans l'intelligence, s'adapter, ou risquer de voir s'effondrer garantie, crédibilité et paix fragile. Certains proposent de s'inspirer des pratiques militaires israéliennes ou finlandaises qui reposent sur la résilience, la décentralisation et l'agilité. Mais à l'Est, certains acteurs voient donc déjà dans le chaos une opportunité de redéfinir la donne. L'heure n'est plus à la contemplation, mais à l'audace. Les think tanks de Moscou et de Pékin publient des analyses sur la guerre cognitive, où l'objectif n'est plus seulement de détruire, mais de désorienter et de démoraliser l'adversaire. Survivre ou disparaître, la règle reste la même, mais le jeu s'est métamorphosé. Cette métamorphose rappelle la révolution de l'ère numérique, où les entreprises qui n'ont pas su s'adapter, comme Kodak ou Nokia, ont disparu malgré leur avance passée.
L'anéantissement du complexe Flamingo en est la preuve éclatante. Amasser des montagnes d'armes, aligner des milliards d'euros de matériel, tout cela ne garantit plus la victoire si l'on ne domine pas l'information. Les chars glorieux, les batteries sophistiquées, les missiles dernier cri ne résistent plus face à des adversaires capables de voir, d'anticiper, de frapper à chaque instant. Ce constat s'applique à toutes les armées modernes, comme l'ont prouvé les revers américains en Irak face aux IED artisanaux. Aujourd'hui, la suprématie passe par la fusion des renseignements spatial, électronique, cybernétique, humain. Pris séparément, aucun de ces domaines ne suffit à faire la différence. Seule la combinaison d'images satellites, de signaux interceptés, d'analyse de données et de réseaux d'agents permet à une armée de rester insaisissable et robuste. À titre d'exemple, lors de l'opération Neptune Spear contre Oussama Ben Laden, c'est la synergie du renseignement humain, des satellites et des moyens cyber qui a permis le succès. Regardons Kharkiv. L'opération russe n'a pas simplement démontré de la puissance, mais l'efficacité d'une orchestration totale. Des essaims de drones à bas coût ont servi d'appât, révélant les positions ennemies. Les brouilleurs électroniques ont aveuglé les radars. Les frappes de missiles hypersoniques et balistiques ont été coordonnées avec une précision chirurgicale. À chaque phase, l'information circulait instantanément entre satellites et agents infiltrés. Ce type de coordination rappelle la doctrine américaine du Network-Centric Warfare, la guerre en réseau, mais appliquée avec plus de souplesse et d'audace. C'est une guerre d'écosystème, où chaque outil amplifie le suivant, où l'intelligence démultiplie la force brute. Mais le champ de bataille dépasse la technologie. Il s'étend aux esprits. Une telle défaite désorganise, sape la confiance et sème la panique jusqu'au plus haut niveau politique. Le moral, lui aussi, devient une cible prioritaire. Les stratèges russes reprennent ici les leçons du général Gerasimov, pour qui la guerre hybride vise autant les infrastructures que les esprits. Face à ce bouleversement, l'Occident ne peut plus se contenter d'acheter l'innovation. Il doit réinventer ses doctrines, investir massivement dans l'intelligence artificielle, la cyberdéfense et, surtout, dans la capacité à s'adapter. L'innovation doit devenir la colonne vertébrale de la pensée militaire, et non un simple accessoire. Cela implique de repenser la formation des cadres, d'encourager la créativité et de favoriser la résilience plutôt que la rigidité. Sinon, il risque de répéter les erreurs du passé, de perdre la main sur sa sécurité et de s'effacer sur la scène mondiale. Refuser de tirer les leçons du Flamingo, c'est ignorer que la règle du jeu a changé. L'avenir appartient à ceux qui apprennent vite, coordonnent mieux et osent penser autrement. À l'image du Japon après la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de transformer l'humiliation en renaissance stratégique. Mais si l'intelligence et la coordination redéfinissent la puissance, une question demeure. L'Occident saura-t-il se transformer à temps ? Car ailleurs, la course à la maîtrise totale ne fait que commencer. Les adversaires investissent dans l'intelligence quantique, les armes énergétiques et la cyberguerre de nouvelle génération. Les alliances se recomposent, comme à l'époque de la Triple Entente ou du Pacte de Varsovie. La prochaine défaite sera-t-elle évitée ou simplement différente ? Le complexe Flamingo n'est plus qu'un champ de ruines. Face à l'onde de choc, certains cherchent déjà des coupables, d'autres évoquent la prochaine avancée technologique. Mais croire qu'un gadget ou une doctrine suffira, n'est-ce pas s'aveugler encore ? L'histoire militaire montre que chaque génération d'armes appelle sa propre parade. Le char a suscité l'anti-char, l'avion a engendré la DCA, le réseau a appelé le brouillage. La victoire durable appartient à ceux qui savent évoluer. Ce qui s'est joué près de Kharkiv dépasse la simple perte matérielle. C'est la faillite d'un modèle. Accumuler les armes les plus coûteuses ne garantit plus la victoire. La Russie a imposé une nouvelle règle où seule la réactivité, la coordination et l'intelligence collective permettent de survivre. Cette leçon rappelle la fable du roseau et du chêne. Mieux vaut fléchir et s'adapter que de résister aveuglément. Fermer les yeux sur cette mutation, c'est courir au-devant d'un danger bien plus grand qu'on ne l'imagine. L'Europe, et plus largement l'Occident, risquent leur sécurité et leur influence en restant figés dans leurs certitudes. Refuser de s'adapter revient à préparer la prochaine humiliation, à voir son rôle mondial s'effriter. Comme lors du déclin de l'Empire romain, c'est l'inertie qui précipite la chute plus que la force brute de l'ennemi. L'effondrement du mythe Flamingo n'est pas une simple défaite, c'est un signal d'alarme. Empiler des innovations isolées ou compter sur la sophistication technique ne suffit plus. Désormais, la rapidité d'intégration, la ruse et l'agilité stratégique font basculer le rapport de force.
Laisser passer l'instant, c'est accepter de devenir spectateur de son propre déclin. L'exemple de la Silicon Valley illustre bien ce point. Seules les entreprises capables de pivoter et d'anticiper les ruptures survivent à la sélection naturelle de l'innovation. Il faut rompre avec l'illusion du miracle technologique. Accepter que la guerre, aujourd'hui, se gagne dans les réseaux, l'anticipation et la capacité à s'unir et à évoluer. Ceux qui l'auront compris préserveront leur souveraineté, leur voix et leur avenir. Les grandes puissances du passé, de Rome à Byzance, ont péri en refusant d'adapter leur modèle aux réalités nouvelles. La vraie question n'est pas comment venger Flamingo, mais comment éviter de tomber dans le même piège. Seule l'action lucide, la construction d'écosystèmes défensifs réels et la rupture avec le confort des habitudes permettront de survivre aux prochaines secousses. Cela implique d'investir dans la formation, la veille stratégique, la coopération interalliée et l'innovation ouverte. Au bout du compte, l'avenir appartient à ceux qui savent lire les signes faibles et osent changer avant qu'il ne soit trop tard. Car dans un monde où chaque certitude peut s'effondrer en une nuit, seule la capacité à anticiper, à s'adapter et à oser l'impossible offre une chance de rester maître de son destin.